Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour une autre belle journée tout aussi prometteuse que celle que nous avons connue hier. Fidèle aux 3 mots qui guident le réseau des femmes d'affaires, tout le temps, inspirer, connecter, propulser. Hier, nous avons entendu des témoignages inspirants, des histoires à succès, autant que du contenu d'intérêt pour mieux comprendre les opportunités que la diversification des fournisseurs peut permettre comme levier dans votre entreprise. Connecter. Connecter, c'est par des pauses de réseautage très animées, par des rencontres avec des leaders d'affaires reconnus, comme nous avons vu hier. Et aujourd'hui, la connexion nous mettra sur la route de la propulsion. Comment on va y arriver? C'est grâce à un accès direct aux services d'approvisionnement de près de 30 grandes entreprises pour présenter autant vos produits que vos services lors de nos tables rondes, une occasion unique de rendre votre entreprise plus performante et de la propulser à un autre niveau, je vous le dis. Vous connaissez votre entreprise mieux que quiconque. Vous êtes passionné par celle-ci, par vos produits, par vos services. Je le dis souvent, les entrepreneurs sont en amour avec leurs produits. Alors, transmettez-leur cette passion. Faites-leur découvrir comment votre entreprise possède une offre qui se distingue des autres. C'est le moment idéal pour partager votre flamme. Ne la manquez pas. Aux tables rondes, allez-y avec confiance, avec enthousiasme. Et tout comme Stéphanie Joly de la boîte à fleurs ou encore comme Andrea Crisan d'Andy Transport, aujourd'hui, c'est peut-être le début d'une superbe histoire à succès. Et comme on le disait hier, des histoires à succès, il y en a aussi et il y en a beaucoup entre nous. Cap vers la réussite, c'est aussi le bon moment pour mettre nos membres en valeur. Nada va vous en parler un petit peu plus tantôt, mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est dans l'authenticité pure que nous allons rencontrer ce matin 2 membres très engagés au réseau, Anne Choquette et Marie-Hélène Savard, qui vont partager un moment de grande valeur avec vous, un moment qui vous donnera le goût de vous dépasser. Je vous le promets. Sur ce, retournons à Nada avec plaisir pour une super belle journée. Alors, à vos marques, prêtes, foncez, bonne journée. Merci Ruth d'avoir donné le coup d'envoi de cette journée qui promet. Comme Ruth le mentionnait, une belle journée nous attend aujourd'hui. Au menu, un entretien inspirant, nos tables rondes tant attendues, ainsi qu'un atelier pour vous outiller et vous conseiller. Débutons par les tables rondes dont la première série ouvre à 9 h ce matin et qui se poursuivront à 14 h cet après-midi. Je sais qu'il s'agit d'une des activités les plus importantes pour vous. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrite, faites vite. Je vous invite à identifier d'abord les grandes entreprises qui recherchent vos produits et services et ensuite vous y inscrire. Vous trouverez comment le faire via le guide des participantes que vous avez reçu par courriel. Puis à 13 h, nous aurons un atelier avec Chloé Caron intitulé « Les 5 clés de la confiance en soi, comment donner son plein potentiel ». Nous allons explorer avec elle comment se libérer de nos croyances limitantes afin d'avancer en pleine confiance, ouvrant ainsi la voie à une plus grande réussite. Mais tout d'abord, place à notre entretien sur les meilleures pratiques pour saisir les opportunités d'affaires présentées par Desjardins sous le thème Grandir grâce aux épreuves. Dans un premier temps, Anne Choquette, coach exécutif chez AC Coaching, nous rappellera que les obstacles et les épreuves forgent notre parcours professionnel, mais influencent également ce que nous devenons comme êtres humains. Puis elle échangera sur ce sujet avec Marie-Hélène Savard, directrice exécutive expérience client i3 Vision Technologie Newera Technologies. Ne l'oublions jamais, le parcours d'une entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Vous découvrirez une trajectoire d'affaires des plus inspirantes, bien qu'elle ait été ponctuée de succès, d'échecs et d'apprentissage. Un parcours du combattant qui résonnera chez plusieurs d'entre vous, j'en suis certaine. À la suite de cet entretien suivra une courte capsule de Nancy Goudreau, directrice générale financement durable au mouvement Desjardins. Mesdames, à vous la parole. Prendre la relève de la fromagerie familiale en pleine expansion. Développer le marché de proximité pour faire rayonner leur terroir.
Valoriser le petit lait en lui donnant une deuxième vie. Cultiver les vignes parmi les plus au nord du Québec. Faire de leur entreprise une destination agro-touristique à l'année. Des projets fous, Madeleine et Alexandre de la famille Migneron en ont plein la tête. Et Desjardins Entreprises est centré sur une chose, les aider à innover. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je vous dis moi-même, bienvenue au Cap vers la réussite, qui est un endroit qui donne envie d'aller plus haut, d'aller plus loin. Une espèce de... Pour moi, le Cap vers la réussite, c'est comme le soleil dans le ciel bleu. C'est la météo prometteuse. Puis dans cette salle-ci, aujourd'hui, on a certainement des participantes qui sont convaincues et convaincantes. Il y en a peut-être qui doutent, qui ont peut-être même peur de l'échec, qui doutent peut-être de ne pas avoir les contrats qu'ils veulent ou de ne pas avoir la capacité d'y répondre. Il y a celles qui contrôlent tout, qui ont tout bien verrouillé et qui sont en confiance, puis il y a peut-être même celles qui se sentent même invincibles tellement qu'ils sont confiantes. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'aborder un sujet tabou. Ça part mal le matin, mais on y va. Un sujet tabou qui est l'échec. L'échec et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que l'échec, c'est un peu comme le nuage dans le ciel. On ne voit plus le soleil quand il y a l'échec. C'est un gros nuage, mais il faut se rappeler que derrière l'échec, il y a encore le ciel bleu, puis la possibilité reste là, puis on peut encore aller plus haut, puis aller plus loin. Et se souvenir qu'on n'a pas de contrôle, on ne l'a pas sur la météo, mais on ne l'a pas sur plein d'éléments dans notre vie. On l'a vécu avec la pandémie, on l'a vécu il n'y a pas tellement longtemps avec le verglas, la chaîne d'approvisionnement, la pénurie de main-d'œuvre, toutes ces choses-là restent des choses qu'on ne contrôle pas. Tout ça m'amène à vous dire que vous allez avoir le bonheur, le privilège d'écouter le témoignage de Marie-Hélène Savard, cette entrepreneure qui elle-même va venir vous partager son parcours parce qu'elle a eu une montée fulgurante, une chute catastrophique, une chute qui fait mal, et elle a remonté, elle a retrouvé sa voie VOIX, sa voie VOIE. Elle a retrouvé le chemin du succès. Fait qu'elle va venir nous raconter ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler ensemble, là, c'est parler des regrets en lien avec l'échec, les outils pour mieux l'anticiper et décider et rebondir. Parce que le chemin de la réussite, c'est pas une ligne droite. D'ailleurs, juste l'exemple, ici, notre titre de cette conférence était au départ « Se relever après l'échec ». Puis on s'est dit, non, c'est dur quand même, hein? On va y aller avec grandir à partir de nos épreuves. Puis là, on a eu le courage, nous aussi, de dire, on va revenir avec l'échec. On va grandir grâce à nos échecs. Fait que pourquoi parler d'échec? Parce qu'on a tellement tendance à le diaboliser, à ne pas en parler, à faire comme si ça n'existait pas. Puis il y a même des échecs qu'on garde totalement secrets ou qu'on ne s'en vante pas trop, mettons. Alors, pourtant, les échecs, ça fait partie d'apprendre. On apprend de nos échecs. Qu'on soit bébé pour apprendre à marcher ou que ce soit un deuxième mariage, c'est quand même l'explication que le premier a été un échec. Il y a aussi le fait qu'on vit dans un monde de complexité, hein? Le monde VUCA qu'on entend souvent parler, volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Mais quand c'est complexe, c'est parce qu'on n'a pas de réponse. On ne sait pas c'est quoi, puis il n'y a pas d'expert pour nous dire que voici la façon de faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer. Mais quand on essaie, on risque d'avoir des échecs. Aujourd'hui, c'est une invitation à oser parler d'échecs, à voir, peut-être même si je pouvais vous convaincre, à développer une culture où l'erreur est encouragée. Est encouragée parce qu'on se dit que si on essaie puis qu'on se trompe, on va avoir appris. Ça veut dire qu'on va explorer sans craindre d'avoir de la foudre, sans craindre d'être pénalisé pour avoir essayé quelque chose de nouveau, pour avoir fait une tentative. Maintenant, on gère les risques, mais ce n'est pas ça ce que ça veut dire. Donc, quand on parle échec, on ne peut pas s'empêcher de parler de regret. Et même si Édith Piaf nous a chanté pendant des années, ou on a entendu sa chanson pendant des années, de « Rien, non de rien, je ne regrette rien », pour moi, ça demeure de la foutaise. Parce qu'une vie sans regret, on a beau se le dire, il en existe quand même des regrets. Parce qu'on a toutes sortes de regrets, des regrets face à l'échec. Par exemple, on peut avoir un regret pour ne pas avoir saisi une opportunité. On a manqué d'audace. On ne sentait pas, ce n'était pas le bon timing à ce moment-là.
On peut aussi avoir un regret pour ne pas avoir été vrai face à nos valeurs. On a fait un deal, on a promis quelque chose, on ne l'a pas tout à fait livré, on est croche. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'avec Marie-Hélène, elle a su être vraie dans ses valeurs et ça lui a bien servi dans toute son épopée. On peut aussi avoir des regrets de ne pas avoir gardé des relations. Il y a des gens qu'on a perdu contact, des relations d'affaires, des relations personnelles, et parfois d'avoir omis de féliciter quelqu'un pour une promotion ou de souligner un anniversaire, bien, on se rend compte que ça fait 5 ans qu'on l'a oublié en bout de ligne. Fait qu'il y a toutes sortes de regrets. Et il peut y avoir aussi le regret qui est vraiment important, puis que probablement plusieurs d'entre vous vivez, en tout cas moi je l'ai, c'est le regret de ne pas mettre mes limites ou de ne pas savoir les respecter, parce qu'il m'arrive des mettre, mais pas toujours des respecter. Puis l'impact de ça, bien, il se traduit sur la santé financière, la santé physique, la santé psychologique. Et ça, c'est important. C'est important parce que si on commence à anticiper le regret, si on faisait comme si je l'ai déjà fait, puis là, je me projette, si je ne mets pas mes limites là, ça va être quoi que je vais regretter? Bien, je vais peut-être regretter de ne pas avoir passé assez de temps avec mon fils, avec mon conjoint qui est malade, de ne pas avoir passé assez de temps ou de ne pas avoir... de ne pas avoir pris la bonne décision par rapport à une opportunité d'affaires. Fait qu'on peut regretter plein de choses. Donc, en anticipant, en essayant de se projeter, ça nous permet de diminuer le taux de risque d'avoir du regret plus tard. Maintenant, il y a un bémol là-dessus. Il faut faire attention que le risque, on ne le maximise pas, on en fasse tellement un grand risque qu'il nous le paralyse ou qu'on ne le minimise pas, qu'on fasse « ben non, c'est pas si grave ». Donc, il faut faire attention à nos biais cognitifs, autrement dit. Une des solutions par rapport au regret qu'on peut faire, c'est de se faire un CV de nos échecs, puis voir dans le fond lesquels on regrette. Puis nos échecs perso, nos échecs pro, difficile à dire ce matin, ce que pour moi, je peux vous dire, c'est qu'en préparant cette conférence, j'ai commencé à le préparer, mon CV, et c'est étonnant tout ce qu'on peut mettre sur un CV d'échecs, alors je vous invite à le faire. S'inspirer aussi des regrets de l'année dernière avant de faire notre liste des résolutions de l'année prochaine. Ça aussi, c'est une bonne idée pour voir où est-ce qu'on était à côté de la plaque. Puis qu'est-ce qu'on peut refaire pour revenir. Puis une autre solution pour gérer un peu notre regret, c'est d'utiliser l'écriture libre, de faire, si vous faites déjà un journaling, de l'ajouter, de juste vous laisser aller sur ce que vous pouvez regretter, des petits regrets, mais ça empêche d'en avoir des gros éventuellement. Pour moi, il y a 2 questions clés. Puis si vous avez une chose à retenir des minutes qu'on passe ensemble, c'est ces 2-là. Qu'est-ce que je vais regretter si je dis ou si je fais? Et qu'est-ce que je vais regretter si je ne dis pas et si je ne fais pas? Ça, c'est par rapport au regret. Maintenant, comment est-ce qu'on rebondit de notre échec? Comment est-ce qu'on retrouve nos moyens? Bien, ça parle de résilience, naturellement. Ça parle aussi de persévérance et de perspective. Fait que, c'est quoi la clé ou c'est quoi une des façons de faire? Bien, c'est vraiment de faire face à la réalité. C'est d'avoir le courage de se faire aussi désagréable soit-elle cette réalité, c'est d'y faire face. Puis demander conseil. Demander conseil, Marie-Hélène va vous en parler aussi tout à l'heure, mais de demander conseil, mais surtout de les écouter. Ou au moins de se poser la question si c'est le bon conseil pour soi et sinon pourquoi, puis d'aller plus loin, mais de s'ouvrir, d'ouvrir les autres, de ne pas rester enfermé dans nos certitudes. On peut aussi être parfois essoufflé, puis ne pas savoir si on doit arrêter ou continuer, et ça, c'est un livre qui l'exprime très bien, c'est le DIP, ou The DIP en anglais, et qui nous permet de savoir dans quelle courbe je me situe puis quelles questions je devrais me poser. Il faut aussi être capable de calmer notre hamster. Il faut gérer notre stress. Reconnaître le bon stress, le mauvais stress. Être capable de le calmer suffisamment pour se laisser respirer, pour laisser une chance à notre centre exécutif de reprendre le contrôle et nous permettre de prendre une meilleure décision, incluant celle de procrastiner, de reporter à plus tard une décision parce que ce n'est pas toujours la meilleure stratégie de la prendre tout de suite. Puis aussi de ne pas se décourager. Parfois, ça va être la 10e, la 11e, la 12e fois qui va être le plus difficile. Fait que maintenant, pour compléter ce qu'on s'est dit, on va regarder du côté des outils. Concrètement, quoi d'autre est-ce qu'on peut faire? D'une part, se rappeler que l'avantage d'être tombé,
d'être dans l'échec, c'est qu'on est vraiment tombé dans l'arène. Puis il y a eu plein de gens autour qui nous ont jugés, puis qui nous jugent peut-être encore. Ce qui est important de se souvenir, c'est que s'ils ne sont pas venus eux-mêmes dans l'arène, s'ils n'ont pas mis le genou à terre, bien, ils n'ont pas le droit de nous juger. En tout cas, on n'a pas le droit de les écouter. Fait que ça, c'est une nouvelle permission qu'on se donne. La deuxième chose qui est importante, c'est notre cerveau a l'habitude d'aller, quand il y a une situation qui se présente à nous, il va dans son coffre à outils pour se dire, OK, j'allais dire Choquette, quand Choquette, elle est prise dans une situation comme celle-là, comment est-ce qu'elle a réagi avant? Puis en allant faire ça, il me ramène à quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, il faut se rappeler que si on avait le mauvais réflexe, on risque encore d'avoir le mauvais réflexe. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une plasticité. On peut vraiment changer en étant conscient de ça, en choisissant de réagir autrement, on peut vraiment changer la façon dont on va réagir la prochaine fois. Donc, si je suis près d'un échec et je sais que j'ai déjà passé par là, et je ne veux pas retomber dedans, s'arrêter, on respire, et là, on se dit, OK, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça s'appelle aussi de la résilience. Commencer par la compassion. C'est tellement important de se dire que c'est correct, on s'aime pareil, puis on dissocie la décision du résultat. Parce que parfois, le résultat, on n'en est même pas responsable. On pouvait avoir la meilleure stratégie, la meilleure décision, et ça ne changera rien au résultat parce qu'il y a autre chose, c'est la complexité qui est venue influencer le résultat. On gère notre stress, on utilise le lâcher-prise. Ça ne veut pas dire d'abandonner, de ne plus vouloir avancer. Ça veut juste dire d'arrêter de vouloir de la sécurité, de l'amour, de vouloir tout contrôler. Ça veut juste dire on se calme pour être là, pour saisir les opportunités. On prend soin de soi, parce que si on ne prend pas soin de soi, on n'arrivera pas non plus à bien performer. Puis on se trouve des gens pour nous challenger, pour trouver les trous dans la raquette, comme je disais tout à l'heure. Fait qu'en se dissociant du résultat, une des façons qu'on peut faire aussi, c'est de faire un post-mortem anticipé. Imaginez que vous avez un plan, parce que c'est important de faire des plans, puis de se projeter dans qu'est-ce qui s'en vient. On arrive là, puis là, on se dit, OK, on fait comme si on a échoué. Comment on a fait pour échouer? Puis là, on va chercher toutes les façons d'échouer pour venir renforcer notre décision. Alors, dans le fond, l'invitation aujourd'hui, c'est si on osait d'être fiers de nos échecs, oser parler de nos échecs ouvertement, oser de cultiver une culture de l'échec parce qu'on sait qu'on peut apprendre de nos échecs puis grandir avec ça. Merci beaucoup. Allô, Marie-Hélène. Bonjour Anne, ça va bien? Ça va surtout contente, un peu fébrile d'être ici, d'être avec toi. Puis je veux surtout te remercier. Sincèrement, merci de nous offrir ce cadeau-là, de nous permettre de parler de l'échec, alors que c'est pas si facile à parler. C'est un sujet tabou, comme on sait. Et puis, toi, tu as accepté de venir nous raconter comment ça s'est passé pour toi, puis comment tu en es ressorti, comment tu as grandi avec cet échec-là. Ça me fait plaisir. Surtout de le partager pour le Réseau des femmes d'affaires, pour lequel j'ai un amour profond. Bon, c'est un amour partagé et réciproque, parce que le réseau t'aime aussi. Alors, si tu veux nous donner peut-être un peu de contexte sur ton histoire, comment ça s'est passé? On a le temps, là, fait que tu peux nous raconter. Oui. J'ai décidé d'être entrepreneur enceinte de mon bébé, qui a 16 ans maintenant, presque 17. Mon bébé Emma, je travaillais dans le domaine des technologies. Puis enceinte, je voulais avoir un peu plus de temps que je pensais avoir en étant entrepreneur à la maison. Donc, j'ai laissé mon emploi, puis mon mari m'a dit « Vas-y, t'es capable, fonce ». J'ai fondé mon entreprise qui s'appelait l'OM, en fait. Puis les gens le savent beaucoup dans le réseau, mais l'OM, c'est le nom de mes enfants, donc Lauriane et Emma. Fait que c'est vraiment mon troisième enfant que j'ai perdu aujourd'hui. Donc, j'ai fondé ma compagnie en 2007 en technologie. Puis ça a vraiment été une belle montée de 2007, je vous dirais, pendant les 10 premières années, là, jusqu'en 2017. Puis, en 2018, j'ai eu, je vais dire, la chance d'avoir une offre d'achat sur mon entreprise. J'étais très énervée, ça allait très bien. Ça a été long, là, ça a duré environ 6 mois.
Puis, à la fin 2018, dans le... là, je vais dire des mots en anglais, peut-être le due diligence, là, je pense que... Une vérification dans diligente. la ou vérification... quelque chose de la sorte. Mais on a tous compris, on a tous Parfait. compris. Ils ont découvert des erreurs dans ma comptabilité. Moi, j'avais une firme comptable là, qui s'occupait de ma comptabilité à mon bureau et une firme externe vraiment là, qui faisait mes états financiers. Ils ont découvert des problèmes dans mes chiffres qui, aujourd'hui, me font réaliser que, dans le fond, j'avais beaucoup de problèmes de gestion de trésorerie. Donc, j'ai compris pourquoi. Donc, suite à cette vérification-là, ils ont refusé d'acheter mon entreprise. Bien sûr, je suis retournée vers mes comptables pour qu'on revoie les chiffres des dernières années. Donc, on a fait un retour de 3 ans en arrière. Là, on parle de comme novembre 2018. Ils m'ont remis mes chiffres en janvier 2019. Et vu l'état de mon entreprise, j'ai décidé de fermer et de faire faillite. En fait, ma compagnie a fait faillite et moi, j'ai fait en plus une proposition concordataire qui est plus grosse qu'une proposition personnelle parce que je cautionnais tout. Oui, tout. c'est le propre. Ouais. C'est le propre des entrepreneurs de faire ça. Ouais. Fait que si on résume, pour bien que les gens nous suivent, c'est vraiment, d'une part, un rêve que tu avais où tu avais envie de te lancer à ton compte, de te donner cette chance-là. Tu as prouvé que ça fonctionnait. Tu étais capable de bâtir. Tu étais rendu avec combien de personnes? Ça se passait comment? Jusqu'en 2017, en fait, on a commencé. Quand j'ai commencé, j'étais seule. On a monté à 8 assez rapidement. En 2017, on était 17 employés pour redescendre à 12 en 2019. Et quand j'ai fait faillite, donc on était encore 12 employés, une douzaine d'employés. OK. Ouais. Puis toute cette montée-là, je présume que... Est-ce que tu avais quelque chose qui te disait... Il y a une ombre. Est-ce que tu doutais de ce succès? Est-ce qu'il y avait des trucs qui... Bien, oui, en technologie, ce qui est spécial aussi, c'est que l'avancement est très rapide. Il y a plusieurs points, là. Maintenant, l'arrivée de l'info nuagique, là, qu'on parle beaucoup. Moi, mes solutions étaient toutes, on dit, on-prem, donc sur site, chez des gros clients. Là, j'avais vraiment, c'est des gros clients, des banques, des compagnies d'assurance, même des entités gouvernementales qu'on avait comme clients. Étaient sur site, mais la technologie, dans le fond, les fournisseurs, eux, moi, j'étais un fournisseur, excusez-moi, celui qui conçoit le logiciel, en fait, ont migré vers l'info nuagique. Et moi, j'ai pas été assez rapide pour suivre la tendance, pour vraiment le voir venir assez rapidement. Donc, ça fait que aussi mon chiffre d'affaires s'est mis à diminuer parce que les gens migraient vers l'info nuagique et moi, j'offre encore des solutions sur site seulement. Fait que ça a été quand même assez difficile. Par contre, je pense qu'une des bonnes choses, c'est que j'avais des compétiteurs, hein, puis j'étais quand même connue dans le marché parce qu'entre autres, c'est rare, de moins en moins aujourd'hui, mais les compagnies en technologie qui sont gérées par des femmes depuis le début. OK? Puis c'est pas péjoratif du tout, là, au contraire. Là, fait que j'étais quand même connue dans le marché. Je donnais beaucoup de conférences. Puis j'ai un de mes compétiteurs qui m'avait approché quelques années avant pour aussi m'acheter. J'avais refusé. Non, tout va bien, mais... donc, j'ai communiqué avec lui. Puis, il a gentiment regardé mes chiffres et... dans le fond, je lui ai dit que j'allais faire faillite, puis il a fait une proposition au syndic de faillite, en fait, pour racheter l'entreprise. Et j'ai eu la chance qu'il a repris tous mes employés, ou presque, en même temps. Donc, le jour J, là, c'était le 4 février. J'ai rencontré tous mes employés au bureau. Tu leur dis que c'est terminé. Je leur ai écrit une lettre. Avec leur T4, leur relevé, puis tout. Puis je leur ai dit qu'il y avait une opportunité pour continuer de travailler pour moi, mais au sein d'une autre organisation. Puis j'ai eu la chance qu'ils m'ont tous suivi. Fait que ça a été... ça a été des beaux... beaucoup, hein? Ça en dit beaucoup sur ton leadership, sur la façon dont tu as probablement traité tes employés. Qu'est-ce que tu as comme... Là, tu nous as parlé de toute ton ascension.
Ouais. Là, il y a eu ce choc-là de j'ai pas des bons chiffres. Donc, je pars d'une trésorerie difficile à je fais faillite. Ouais. On ferme. Ouais. Puis là, tu dis, non seulement tu fais faillite, mais en plus, tu vas cogner à la porte de ton Ouais. plus gros compétiteur pour qu'il te dise, Ouais. Ben, pour qu'il vienne t'acheter. oui, parce que, tu sais, à la base, je suis une consultante avant d'être un entrepreneur. Fait que le domaine dans lequel je suis, je pense que malgré l'échec entrepreneurial, j'ai quand même des notions et un savoir qui est important dans le marché. Fait que je voulais absolument rester dans ce domaine-là. OK. Fait que c'est sûr que ça, c'est devenu de piler un peu sur soi puis de dire je vais aller, un, vers mon compétiteur et deux, je vais appeler mes clients personnellement et leur dire je ferme, je m'en vais maintenant pour une autre compagnie. Est-ce que vous nous suivez? Les contrats vont suivre à partir de demain. Vous continuez à avoir du support. Et ils ont aussi tous suivi. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de... Quand on a du respect pour les gens et même les fournisseurs, c'est vraiment de la transparence, là. Oui. C'est vraiment, vraiment important. Donc, puis quand on s'est parlé avant qu'on fasse cette entrevue-ci, on a eu le plaisir de Oui. se rencontrer Oui. de façon virtuelle, mais une chose que j'ai retenue dans ce que tu avais dit, c'est l'importance de donner l'heure juste Ouais. tout au long, de pas faire semblant, Ouais. de pouvoir dire voici. Et cette authenticité-là, mais elle t'a payé à quelque part. Hein? Oui, Ça t'a- mais là, ça a l'air beau comme ça, là, quand on Ouais. l'explique, mais Merci. au niveau personnel et familial, ça a été vraiment très difficile. Ouais. Je pense que le pire moment, je pense pas qu'on l'accepte au début. Tu sais, on est comme en mode survie un peu. Ouais. Je vais appeler mon compétiteur, je vais avoir un emploi, tout va bien aller. Le pire moment, c'est l'annonce à tes enfants. Ouais, tu vois, ça fait une respiration. Ouais. Ouais, absolument. Oui, l'annonce aux créanciers. Mais l'annonce aux créanciers, c'est gérable, malgré qu'ils ne sont pas toujours sympathiques à la cause d'un échec, je pense. Mais mes enfants avaient respectivement, je pense, c'est 12 et 16. Oui, oui, 12 et 16 ans. Donc, secondaire 1 et secondaire 5. Ouais. D'arriver une journée avec un cellulaire chacune et de dire voici, on n'a plus de voiture. Ils ont été retournés. Maman fait faillite et ferme l'entreprise. Mon mari travaillait avec moi. OK, fait que donc, tu as un C'est impact familial réel. énorme, Ouais. énorme. Inquiétez-vous pas, maman a un nouvel emploi. Papa, non, mais il va s'en trouver un. Ça va bien aller. Puis là, qu'est-ce qui va arriver à la maison? Tu sais, quand tu es entrepreneur, j'ai aussi beaucoup investi au niveau familial. Puis tu sais, on avait quand même une assez grosse maison. Puis une fois la faillite signée, on a décidé, mon mari et moi, de vendre la maison pour payer, entre autres, la proposition concordataire plus rapidement, déménager dans une autre ville, dans un petit bungalow 1960. Donc, un gros choc pour mes enfants. On est toujours là, on est très heureux maintenant. Difficile pour mes enfants de ne pas amener personne à la maison pendant presque 18 mois. OK. Ils allaient toujours chez les autres. OK. Fait ils ont été très résilients, mais je pense qu'ils l'ont eu vraiment, vraiment difficile sur l'ego, sur l'estime de soi, l'estime de ses parents. Mais je pense qu'au final, c'était mon X. Je l'ai souvent dit, à quelques reprises, dans certains couples, il y en a un des deux qui a une charge mentale plus élevée. Moi, la charge mentale de ma famille et de mes 2 filles était ma priorité. Est-ce que c'est pas ça qui m'a amené à l'échec? Mais ça l'a sûrement pas aidé. Je regrette rien aujourd'hui parce que je réalise que mon vrai X, c'est pas nécessairement d'être entrepreneur, mais bien ma famille, qui aujourd'hui sont super heureuses. Là.
et qui ont passé au travers avec nous. Ouais. Oui. Fait qu'ils ont retrouvé leur équilibre là-dedans. Qu'est-ce qu'elles ont retiré comme leçon? Qu'est-ce que... Mais honnêtement, ils ont des belles leçons parce qu'avant, par exemple, ma plus vieille qui est rendue à 20 ans, bientôt 21, avant, c'était « Ah, je vais être avocate », par exemple. Ah, ça, eux autres, ils font beaucoup de sous, puis tout ça. Puis elle a changé 2 fois de carrière. Puis là, elle se réoriente. Puis elle me dit, je pense que c'est il y a 2 semaines, elle a fait son choix de cours à l'université. Puis elle me dit « Ouais, je réalise aujourd'hui que une belle petite maison avec des enfants, là, ça va être juste parfait. » Fait que je pense que ça a vraiment aidé aussi mes enfants à réaliser beaucoup de choses. Oui. Ouais. Que le succès, c'est pas que la Non. grosse maison. Exactement. Le succès, ça peut être autre chose. Ah, vraiment. Vraiment. Ouais. Puis d'être équilibré. La famille, les amis, le sport, l'école, tu sais, d'avoir un équilibre qu'on a retrouvé. Puis maintenant, j'ai un super employeur. Donc, je veux dire, je suis intrapreneur. Oui, oui. Oui, je pense que je suis vraiment une intrapreneur. Puis comment cette transition-là s'est faite? Parce que c'est pas évident, justement, de partir d'entrepreneur. Même souvent, ça se traduit par des échecs, parfois, là, d'entrepreneurs qui essaient d'aller travailler pour d'autres puis qui font « Mon Dieu, c'est pas fait pour moi ». Puis toi, tu réussis très bien. Fait que c'était quoi tes conditions de succès? Je pense que même quand j'avais mon entreprise, pour moi, le respect de la hiérarchie ou même le respect est probablement une de mes plus grandes valeurs avec ma famille, mais aussi dans mon entreprise. Fait que pour moi, de respecter mon patron, c'était la base. Puis je me disais, il me donne la chance de repartir. Il croit en ce que je suis capable d'accomplir. Mais j'ai eu la chance qu'il m'a vraiment laissé du temps pour continuer mes mandats que mes clients ont suivis. Puis il me dit, quand tu seras prête à en prendre plus, tu me le diras. Fait que le respect, je pense, de la hiérarchie m'a beaucoup aidée. Puis, tu sais, on fait des blagues, mais on est comme beaucoup dans l'organisation. Je suis la seule qui l'appelle boss, tu sais. Puis je l'ai fait. Puis c'était la première fois qu'il se faisait appeler comme ça. C'est quand même le président, tu sais. Puis je l'appelle encore comme ça. Puis il me dit, arrête. Je dis, non, moi, pour moi, tu restes le patron. Tu sais, c'est ton entreprise. Donc... Fait que toi, dans cette partie-là, puis on va retourner un petit peu en arrière, mais dans cette partie-là, ça veut dire que tu es passé d'une équipe de 12 à... Au début, on était, quand je suis arrivée, une quarantaine. OK. Puis là, la COVID est arrivée. Puis la santé publique a communiqué avec moi pour un mandat que je ne connaissais pas, mais comme je mentionnais plus tôt, j'étais quand même connue dans le marché. Donc, j'ai eu un gros mandat pour la COVID de 18 mois, dans le fond, de monter un centre d'appel pour la santé publique de Montréal. Donc, je me suis ramassée avec un contrat de presque 12 millions, avec 250 employés en l'espace de 1 mois. Fait que je suis passée de 12 à 200 quelques. Puis aujourd'hui, direct, j'en ai environ 150, mais ça devrait monter à 200-300 là, prochainement. Donc, mais que du bonheur parce que j'ai pas d'état financier, de problème. Donc, tu peux dormir le soir. Je peux dormir. Beaucoup de pression, mais pas de pression négative, en fait, je dirais. Ouais. Fait que quand on regarde tout ce cheminement-là, il nous reste à peu près 5 minutes. J'aimerais ça a bien été. Hein? Ça va vite. J'aimerais ça qu'on puisse regarder... peut-être comme tes plus grandes fiertés dans tout ça, ou peut-être quelques regrets, grande fierté, puis on regardera si tu as des conseils à nous donner. Oui. Plus grande fierté, c'est sûr, c'est ma famille, puis d'avoir montré à mes enfants la résilience, puis d'avoir été capable de me relever de l'échec. Puis je pense faire des échecs, c'est une chose, mais de montrer aux gens à se relever, de dire ça ne changera rien ou oui, ça va changer des choses, mais on va juste en sortir gagnant. Je pense que c'est une belle... c'est le plus beau cadeau que je leur ai même fait à ma famille. Après ça, écoute, j'en aurais tellement à dire, mais j'ai des regrets aussi, comme par exemple ne pas avoir vu les choses en avant, de ne pas penser plus loin, ne pas avoir eu de comité aviseur qui aurait pu me supporter. Souvent, les entrepreneurs, non, on est capable toute seule, mais non, je pense pas.
Je pense qu'on a tous besoin d'avoir des gens de l'externe qui viennent, qui ne sont pas dans le domaine, qui viennent nous mettre en garde, nous préparer, d'avoir un comptable aussi, vraiment. Souvent, on prend une firme comptable, les PME ou les moyennes entreprises, mais d'avoir vraiment quelqu'un qui est payé par l'entreprise pour le gardien, je veux dire, des chiffres, un contrôleur. Là. Puis là, je le vis actuellement dans ma nouvelle organisation pour que je travaille. Je me dis, oh mon Dieu, c'est tellement merveilleux d'avoir un comité aviseur, d'avoir un CEO et d'avoir un contrôleur qui valide tout, en fait. Là. Puis des fois, mon patron il me dit, c'est son travail. Il est là pour ça. C'est important. Donc, de la gouvernance. D'avoir toujours de la gouvernance. Fait que j'apprends beaucoup. Fait que ce que j'entends, c'est que quelque part, c'est que cet échec-là, hein, cette montée puis cette descente vraiment fulgurante, tu as eu la résilience de pouvoir rebondir rapidement parce qu'en quelques jours ou en quelques semaines, tu as trouvé une solution, tu as fermé les boucles puis tu as reparti, tu es remonté. Oui, mais pas aussi rapidement. La première année, j'ai passé par toutes les étapes du deuil, en fait, vraiment comme un deuil. Merci de le mentionner, ça, c'est vraiment ça. Mon mari pouvait à peine me frôler, là. Je peux pas, je vais pleurer, je peux pas, il faut que je sois forte devant ma famille. Puis après ça, bien, il y a des deuils, il y a de la frustration. Tu gagnes un gros contrat, tu te dis, c'est pas moi qui vais avoir les sous. C'est mon nouvel employeur, j'aurais peut-être pu le faire seule. Non, tu sais, j'ai réalisé, mais le premier 18 mois, très, très difficile. Tout un cheminement. Oui, je pense pas que j'aurais pu en parler avant aujourd'hui. Là, je pense que je suis presque guérie. Je vais sûrement retourner voir une psychologue après cette entrevue pour fermer la boucle. Vraiment. Mais oui, beaucoup... c'est quand même long comme deuil. Et merci de le partager parce que cette partie-là, elle est drôlement, on peut pas se dire que c'est magique, même si ça avait l'air magique quand tu nous le racontes, mais effectivement, ça se fait, ça se vit étape par étape comme un deuil, puis des fois on redescend dans la courbe, hein, c'est pas linéaire cette affaire-là. Des conseils d'amis? Ah oui, des conseils d'amis. Entourez-vous. Vraiment bien, de bonnes ressources, même des gens qui vont vous challenger, vous mettre au défi, super important. De voir en avant, faites un plan 5 ans minimum, puis investissez dans l'avenir parce qu'il n'y a pas juste les technologies, là, dans tous les domaines, ça va très vite. Depuis la COVID, la vie a changé complètement aussi. Donc, vraiment de voir venir les choses plus rapidement et d'aller voir des conférences, de vous inspirer, puis vraiment de vous faire un plan 5 ans, d'avoir, bien sûr, que je leur mentionne encore, un comptable à l'interne, là, ou une personne, comité aviseur, c'est tellement important. Pas obligé d'avoir des actions dans l'entreprise, mais il y en a qui vont le faire aussi bénévolement, mais il y en a qui peuvent aussi le faire aux 3 mois. Là, c'est vraiment une partie super importante. Pas mettre toutes les œufs dans le même panier. Moi et mon mari, ça a été difficile. Les deux, on se retrouve un peu sans emploi. Aujourd'hui, beaucoup plus heureux qu'il ait son emploi que j'aille le mien. Il performe beaucoup plus aussi parce qu'il n'est pas sous sa femme, tu sais, à quelque part. Fait que de ne pas tout mettre... et surtout la transparence. Moi, j'ai été transparente avec ma famille, mes fournisseurs qui m'ont suivie, qui ont accepté ma faillite et mon échec. Puis c'est encore mes fournisseurs aujourd'hui. Donc, des relations de qualité. Oui, vraiment. De bâtir des vraies relations. Oui, vraiment. Comme on disait au début, donner leur juste. Exactement. Oui. Fait que ça fait pas mal le tour. Alors, un immense merci de nous avoir offert ce pan de ton histoire, puis qui peut être drôlement utile pour chacune d'entre nous parce qu'on n'est pas à l'abri d'un échec. Puis on s'est dit tout à l'heure, je vais aller rapidement, que l'échec, c'est quand même une bonne chose parce que si on n'a pas d'échec, on ne peut pas apprendre. Hein? Exactement. Donc, je pense que ça nous aide à évoluer. Oui. Alors, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Le monde des affaires évolue rapidement. Les entrepreneurs n'y échappent pas et ils doivent sans cesse innover. Lorsqu'une entreprise est dans une situation d'hypercroissance, il faut prendre des actions nécessaires pour bien la gérer, car si on n'a pas le contrôle, des difficultés peuvent surgir, que ce soit en termes de besoins financiers non anticipés
ou encore des besoins de main-d'œuvre. Nous sommes dans une situation économique actuellement difficile et en pénurie de main-d'œuvre. Ceci donc pourrait représenter des frais importants pour les entreprises. Soyez à l'affût de stratégies gagnantes pour vous. Par exemple, l'automatisation et la transformation numérique sont des incontournables pour gagner en efficacité, pallier à la pénurie de main-d'œuvre et assurer la pérennité de votre entreprise. Comment ceci pourrait être appliqué chez vous? En temps d'hypercroissance, avoir un bon partenaire financier peut faire toute la différence. Il pourra vous accompagner dans la réalisation de vos projets au-delà du financement en apportant de l'expertise et un bon réseau de contacts. C'est bientôt l'heure de la pause et au retour à 9 h, ce sera le moment de passer aux fameuses tables rondes. Je vous rappelle quelques consignes utiles pour ces dernières. Bien évidemment, au préalable, vous devez avoir choisi vos tables rondes en fonction des besoins des grandes entreprises et vous y être inscrite. Ensuite, pour joindre les tables rondes en 3 étapes. 1. À l'heure de votre table ronde, cliquez sur l'icône Agenda en haut à droite. 2. Ensuite, cliquez sur la plage horaire de la table ronde à laquelle vous vous êtes inscrite. 3. Finalement, cliquez sur Joindre. En ce qui concerne le déroulement des tables rondes, voici quelques éléments. Elles durent 30 minutes top chrono. Chaque table ronde est constituée d'un ou plusieurs représentants de la grande entreprise et d'un maximum de 8 entrepreneurs. La grande entreprise se présente, puis tour à tour, les entrepreneurs ont 1 minute pour présenter leur entreprise, le produit et ou les services, et on termine avec une période de questions. Mesdames, je vous invite à respecter cette minute, même si on le sait, vous pourriez parler pendant des heures de la passion qui vous anime. S'il vous plaît, n'en voulez pas à nos modératrices, elles sont là pour essentiellement s'assurer que chacune ait minimalement 5 minutes de partage. Comme le disait Ruth tout à l'heure, profitez de chaque moment pour transmettre aux grandes entreprises votre passion et la valeur ajoutée de votre entreprise. Foncez, osez, brillez, mesdames. N'oubliez pas votre dernier atelier de 13 h avec Chloé Caron, intitulé « Les 5 clés de la confiance en soi, comment donner son plein potentiel ». Elle explorera avec nous comment se libérer de nos croyances limitantes afin d'avancer en pleine confiance, ouvrant ainsi la voie à une plus grande réussite. Je vous rappelle également certaines fonctionnalités de la plateforme de connexion. Vous y trouverez la programmation complète, les intervenants, nos partenaires de l'événement et les participants. Il est possible de clavarder et de lancer des appels vidéo entre participants. Nos membres peuvent également utiliser la plateforme afin de solliciter une rencontre individuelle avec une grande entreprise. Bref, c'est une plateforme qui vous permet d'échanger entre vous au maximum, alors profitez-en. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, remplie de rencontres fructueuses à toutes et à tous et bon succès! Comme Chloé, de plus en plus de propriétaires d'entreprises au Québec ont allégé le fardeau de leurs finances grâce à Intuit QuickBooks. Une façon plus simple d'avoir une vision complète de votre entreprise en toute simplicité. Soyez au-dessus de vos affaires et profitez de votre succès. Intuit QuickBooks.